psychologique, je pense qu'il est nécessaire de l'accompagner d'un changement psychologique, d'une modification personnelle, d'une façon différente de penser la société et la vie. Christini, j'étais enseignant à Monin, j'étais responsable d'un laboratoire économie-logique. Vous voyez, déjà à cette époque-là, on travaillait un peu l'économie et l'écologie. Et nous réfléchissions à la façon, à ce que disait Einstein, vous savez, l'abeille et la survie et la vie et les problèmes botaniques qu'entraînerait la disparition des abeilles. Alors, on s'est dit, il faut réfléchir à ça. Comment penser à la biodiversité pendant notre vie? Alors, je poserai une question tout à l'heure à M. Eco, à M. Schall pour l'éco-citoyen. Mes élèves étaient habités par ça, par cette idée-là. Alors, on a trouvé une idée. On a contacté 100 villes, 100 collèges de France, des collèges dans des grandes villes, et on demandait que dans chacune que ces collèges-là trouvent 10 familles qui possédaient un terrain, une surface herbeuse, une pelouse, et qu'ils réservent un dixième pour les abeilles. Ce dixième pour les abeilles a conduit donc 1000 familles en France à réfléchir 9 dixièmes tondus et 1 dixième, mais pourquoi? Donc chaque fois qu'ils étaient amenés à tondre leur jardin, ils pensaient à la biodiversité. Et on conseillait à ces familles de changer le terrain tous les 3 ans. Comme ça, ils changeaient, ils prenaient un autre emplacement, la végétation était différente, et les abeilles trouvaient d'autres endroits, d'autres fleurs, une variété. Et c'est ainsi que psychologiquement, les gens pensaient à un problème de façon continue. Vous aviez des idées, là, ils auront la pensée. Merci beaucoup. Monsieur derrière avec la barbe. Bonjour, Jean-Michel, architecte à la retraite, originaire de Pau, mais qui a vécu un peu sur Aix et qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce que les gens ont dit. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Hubert Reeves. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Je pose la question. Je vous conseille de lire Mal de terre ou de le relire. Vous passerez un bon week-end. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Jean Jouzel ici à Pau. Et moi, il y avait une question, la première fois que j'avais vu Rive. Si vous vous rappelez, c'est un bonhomme, ça consomme tant, tac, 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 c'est autant d'énergie. Et à la fin, oui, la température monte. Ce qui veut dire que, et il vous dit, franchement, permafrost, le jour où ça pète, vous avez le choix entre Mars ou Vénus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, ça vous dit quelque chose? Non, oui, les hommes sur Mars et les femmes sur Vénus. À mon avis, ça ne va pas être amusant. Donc, j'ai posé la même question. J'avais posé la question à Hubert Reeves, qui m'avait dit oui, mais ça dépend comment les gens vont réagir et tout. J'avais dit oui, mais bon, on compte en milliers d'années, ça me va, je serais parti avant. On compte en centaines d'années, ça me gêne un peu. Ou on compte en générations. Il m'avait dit, si les hommes continuent comme ils sont, c'est en génération. Bon. Même question à Jean Jouzel, là un peu plus agressif parce que je commence à en avoir marre, et qui me dit, oui, mais vous savez, je lui dis, monsieur, on ne va pas discuter longtemps, génération, 100 ans, 1000 ans, combien? Il me dit, j'ose pas vous le dire parce qu'on ne le savait pas, c'est l'histoire du permafrost, je ne sais pas si vous savez quel est le problème, c'est-à-dire que la température augmente, à un moment, le permafrost se libère, et ce qui veut dire que en 1-2 générations, on se retrouve Mars ou Vénus. Donc je lui avais posé la question, il m'avait dit, je ne sais pas, j'ai dit, monsieur, j'ai passé l'âge de jouer aux billes, dites-moi. Il me dit, on compte en génération. Ce qui veut dire que
tout ce dont on a parlé, ça ne sert plus à rien. Mais non, je veux dire, c'est le moment de se... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des choses très intéressantes, mais le plus intéressant, j'allais dire le vital, c'est de se serrer les coudes, d'avancer et de ne pas perdre son temps en discours stériles, de savoir si, comment dire, on va peindre la girafe en rose, en vert, en bleu. Quand il n'y aura plus de girafe, le problème sera réglé. Et sachez que, bon, moi j'ai 70 ans, avec un peu de bol, je ne verrai pas ça. Ma fille, elle risque de le vivre, et ma petite fille, elle va en baver comme pas possible. Alors, moi je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Monsieur le maire, vous êtes maire de Pau, vous avez une possibilité de faire de Pau une ville, j'allais dire, il y a tout ici. Il suffit de se regrouper, de se dire, bon, maintenant, on rigole plus, on se remonte les manches, on ne parle plus d'après-demain, on parle de demain. C'est exactement ce que nous faisons. J'en donnerai tout à l'heure des exemples. Vous étiez l'avant-dernier. Monsieur, si vous me promettez 1 minute. 1 minute. Mais il va avoir sa réponse. Ça sera ma conclusion et je fermerai ma gueule. C'est la dialectique des mathématiques à l'aube du XXIe siècle. Si nous ne changeons pas ce modèle, nous allons vers le précipice ou le mur. Le résultat sera le même, à vous de choisir votre fin. Il faut remettre la philosophie au centre de tout, donc l'humain. Mon raisonnement est inductif. Ce qui est paradoxal en lui-même, c'est que je parle de généralité. Vous, mesdames et messieurs les élites, vous pouvez utiliser de nombreux raisonnements, le déductif, le causal, l'analogique, l'opposition, par l'absurde et d'autres. Vous avez la réponse à tous ces questionnements, mais vous y surfez allègrement. Pourquoi ne voyez-vous pas vous ne voyez que la macroscopie et vous oubliez le microcosme? Pour ces prémices, ma conclusion sera... que vous montrez du doigt la lune et vous vous délectez de voir que tout le monde regarde le doigt. Je dirais qu'une seule chose, monsieur le maire, vous allez apprécier. Dieu, malheur à moi, je ne suis que nuance. Ce n'est pas un grand débat que nous avons, c'est une grande doléance. Pour 5 €, vous avez pratiquement toutes les réponses à vos questions. Et nous passons des heures sur ces questions, alors que le principal, vous le savez et vous ne le dites pas. Il faut donc un RIC. Oui, un RIC, mais pas révocateur. Merci, merci. Il faut un RIC démocratique et citoyen. Je termine, j'allais pour 30 secondes. Non, non. Vous savez, vous dites que qui sont pas à l'écoute, vous êtes de ce soir celui qui a parlé le plus. Je le reconnais. Voilà. Il y a une chose, c'est que ce que vous avez dit, en fait, j'en ai retiré énormément. Et le monsieur qui a pris la parole en dernier, je le remercie parce qu'en fait, là, il m'a fait progresser encore. C'est ce que la dame ici. Très bien. Les gens qui hurlent, qui ne disent que ça, par contre, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Monsieur, on va pas recommencer, d'accord? Alors, je vais maintenant que toutes les questions ont été posées. Comme je m'y étais engagé, tout le monde a eu la parole. L'Écosse a remonté la différence au stade du hameau. Chacun d'entre vous va répondre à la question ou aux questions qu'il souhaite. Mais je vais commencer d'abord, parce qu'autrement, le monsieur, sur la géothermie, il m'a déjà insulté qu'on n'ait pas répondu. Alors, je veux qu'il sache que nous avons à Pau, au plan national, aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Mais à Pau, nous avons un projet de... Bon, ben d'accord, je ne réponds pas. Merci. Est-ce que je peux faire un commentaire sur la géothermie? Un petit commentaire. D'abord, il y a plusieurs types de géothermie, vous le savez peut-être tous.
il y a la géothermie très basse température que chacun peut mettre chez soi. C'est un peu encombrant parce qu'il faut remuer tout le jardin, mettre des tuyaux, mais ça fonctionne. Très basse température, ça fonctionne. Le problème de la géothermie un peu plus haute température, c'est-à-dire quand on va chercher profond, c'est qu'il faut avoir un puits qui récupère l'énergie. Et donc ça veut dire qu'on est dans du collectif. C'est ce qui se fait à Pau, mais la complexité, c'est que la géothermie, ce n'est pas un truc individuel comme le solaire ou l'éolien, ça va être du collectif, et c'est de la thermie, c'est ni de l'électricité ni du gaz, donc il faut pouvoir l'utiliser sur place. C'est probablement une des raisons pour lesquelles ça se développe, parce qu'il y a quand même des endroits où on peut trouver de l'énergie, ça se développe de manière peut-être un peu plus difficile, parce que c'est vraiment du collectif. Et pour réfléchir globalement, on a quand même un petit peu oublié le collectif dans notre monde d'aujourd'hui. Chacun fait son truc dans son coin. Voilà le commentaire sur la géothermie. Réseau de chaleur. Réseau de chaleur. De quoi ? Il y a de la place, mais je ne peux pas porter tous les péchés des générations précédentes. Je ne suis pas responsable de la construction des bâtiments. Oui, je sais. Bon, monsieur, on peut dire des choses basiques et parfois elles sont fausses. Donc, je vais vous répondre. Nous avons attribué cette semaine le réseau de chaleur qui va alimenter 9000 foyers sur Pau, c'est-à-dire au moins la moitié de la ville, et qui va être alimenté pour partie par l'incinération, l'usine d'incinération dont Madame Semavoine, qui est là-bas, est le chef, et pour partie par géothermie, avec deux possibilités, ou bien une géothermie semi-profonde, autour de 1300 mètres, ou bien l'équipement de géothermie ultra profond, 5300 mètres, qui sera, au moment où elle sera construite, s'il est construit, le plus profond du monde. Pourquoi ? Parce que Total a évidemment cartographié tout le sous-sol. Mais on ne peut pas le faire, monsieur, pour la piscine. Parce que la dimension... Ben oui, écoutez, c'est... ça n'a pas été décidé il y a 2 ans, ça a été décidé il y a 8 ans. 8 ans. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles, probablement, il y a eu un changement de maire dans cette ville. Je crois que vous vous trompez et je serai heureux de vous prouver le contraire un jour. Mais on n'en est pas là. Heureusement que les résultats comptent dans une ville. Heureusement que tout le monde voit les villes changer. Heureusement que le Phébus dont nous avons parlé, il va se voir comme étant une réalisation unique, ou en tout cas d'avant-garde. Heureusement que, on parlait tout à l'heure de végétariens. Dès l'instant que j'ai été élu, j'ai mis en place un menu végétarien tous les jours dans toutes les cantines de Pau. Avec du poisson, si on veut du poisson, mais il y aura l'an prochain un menu végétalien. Ben oui, bravo. J'en sais rien, moi, si le poisson, c'est plus mal que les légumes. Hein. Voilà, il y a tout. De la même manière, j'ai parlé tout à l'heure du vélo, et tout ça, ça donne en effet un profil d'une ville extrêmement soucieuse d'écologie et extrêmement soucieuse
d'équilibre en son sein. Voilà ce que je voulais répondre sur la géothermie, et vous avez maintenant une réponse sérieuse. On continue avec... on revient à M. Hamelin. Est-ce qu'il a... Oui, en même temps, dans mon propos, je vais faire une réponse par rapport à la question sur béton ou bois. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. Pour dire que le béton, c'est 12 milliards de tonnes, je crois, de consommation annuelle dans le monde. Et on parlait tout à l'heure d'effet de génération. Il est anticipé que cette production soit amenée à doubler à l'horizon de 2050. Donc ça me fait tout naturellement dire que toutes les solutions ne seront pas dans le bois, il ne faut pas rêver. Mais par contre, il y a à considérer beaucoup l'existant. Et il y a un très gros travail à faire sur la rénovation, le recyclage, et à éviter effectivement des consommations trop importantes avec des constructions neuves qui sont génératrices d'hyperconsommation et de matériaux qui circulent d'un bout de la Terre à l'autre, quoi. Voilà, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais il y a encore du terrain à gagner sur le plan de la rénovation, du recyclage du bâti en général, même parfois de bâtiments relativement récents. Il y a des bâtiments des années 70, il y a des centres commerciaux, il n'y a pas que le centre-ville de Pau, il y a dans l'agglomération des zones extraordinaires à convertir avant d'aller construire à nouveau à côté de ce qui est déjà construit. Voilà un petit peu le message que je voulais passer pour terminer. Merci, M. Hamelin. Véronique Mabrut. Oui, alors moi, juste dans la multitude de questions qu'il y a eu, peut-être le rapport à Climatera, donc on a dit qu'il y avait un résumé. Il faut être vigilant parce qu'à l'automne dernier, à Climatera, donc animé un train du climat extrêmement bien fait, certes qui s'est arrêté à Biarritz, mais je pense que l'année prochaine, il pourrait s'arrêter à Pau et c'est vraiment une opportunité pour sensibiliser. On a des scientifiques de haut niveau très investis sur cette thématique-là, donc ça sera important. Et plus localement, vous signalez qu'il y a une étude qui est faite sur l'Adour qui s'appelle Adour 2050, donc qui est plus concentrée sur ce bassin de l'Adour, et qu'au niveau du bassin Adour-Garonne, donc on a écrit un plan d'adaptation au changement climatique, donc on est beaucoup plus dans l'adaptation, que ce document-là est une série de mesures très concrètes applicables à la plupart d'entre nous, et qu'il est disponible sur le site de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et que demain, on aura, l'objectif c'est d'avoir un centre de ressources pour capitaliser toutes les bonnes expériences qui ont été mises en place sur ce bassin Adour-Garonne, voire en France, et qui peuvent être démultipliées sur le territoire. Deuxième chose pour monsieur sur la caisse des dépôts, vous faisiez le vœu que demain la caisse des dépôts ne finance plus autre chose que des actions en direction de l'atténuation, voire de l'adaptation au changement climatique. Vous signalez qu'il y a quand même un virage dans ces organismes-là. L'Agence de l'eau Adour-Garonne, par exemple, a signé avec la caisse des dépôts donc un protocole avec un avenant. Et c'est aujourd'hui ces gens-là qui vont mettre des moyens pour accompagner des gros projets de rénovation et de construction de stations d'épuration à côté des subventions de l'agence, mais l'agence n'a pas les subventions suffisantes, et pour aider les collectivités à faire des emprunts sur jusqu'à 60 ans à un taux aujourd'hui de 1,5%. Donc on appelle ça l'aquaprêt, c'est des choses nouvelles qui sont testées en Adour-Garonne, et on peut penser que demain, la Caisse des dépôts puisse mettre plus de moyens sur ces enjeux, et pourquoi pas pour répondre à la proposition de Jean Jouzel, puisque c'est assez récent sur ce plan-là. Et je terminerai sur un deuxième, il y avait beaucoup de choses, mais peut-être que dans cette notion d'adaptation au changement climatique, il y a un des participants qui parlait de cahier des charges, être sur le moins-disant financier, il faudrait changer d'optique. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'adaptation, il faut aussi changer, faire bouger nos référentiels, être sur une dynamique, parce qu'on ne peut plus avoir les mêmes raisonnements qu'hier, et il faut intégrer ce changement climatique, cette adaptation, pour que dans les cahiers des charges, eh ben, on soit bien loin du moins-disant, mais on soit vers le plus adapté pour demain. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. Patrick Bayler. Beaucoup de questions. Vous entendez comment je prononce? Bayler. Voilà, Bayler, hein, tout à fait. Du côté de Naï, depuis 1000 ans, voilà. Naï, Pontac, Morlas.
Bon, vous avez noté une question de... Au plein. Pour répondre. Donc, au sujet des maisons en bois, on peut développer, même dans le milieu rural, des maisons en bois. Et c'est une volonté, en fin de compte, de la collectivité. Et si les collectivités pensent qu'on peut mettre des maisons en bois, même au milieu des habitations rurales, il n'y a aucun inconvénient pour qu'il y en ait. Dans mon village, il va y en avoir une le mois prochain qui va se construire, et ça sera la 4e. Donc il n'y a pas trop d'appréhension là-dessus. En ce qui concerne la laine, qu'on a parlé tout à l'heure, il y a en 1995, donc on avait démarré ce projet de mettre de l'isolation avec la laine de Haut-Jeu. Je pense que ça fait partie, c'est un projet parmi tant d'autres qui peuvent être développés par tous et chacun. Autrement dit, la démarche que nous avons entreprise, nous, dans notre commune, dans notre communauté de communes et avec la communauté d'agglo, c'est de pouvoir faire participer les citoyens. Et ça, c'est important, parce qu'on ne pourra pas attendre éternellement une aide totale de l'État pour résoudre tous les problèmes qu'il y a. C'est tout un chacun qui devront se bouger, retrousser les manches et apporter le savoir qu'ils ont, le savoir-faire, leur pensée, de telle manière à faire en sorte que nous vivons dans je ne dis pas dans un monde meilleur, mais au moins que nous évitons à nos enfants et à nos petits-enfants de subir certains défauts que nous avons commis. Donc, on peut attaquer dans tout azimut, je voudrais dire. Dans notre village, qui est tout petit, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce que c'est 300 habitants? En fait, les réseaux chaleur, il a été fait grâce à un petit système par des particuliers qui a creusé, il a mis des tranchées dans son jardin, ou plutôt dans son champ, et il a pu récupérer toute la chaleur de la terre et avoir une température constante, et ça lui a permis de baisser sa facture de chauffage. Au niveau des arbres, comme j'ai entendu tout à l'heure, planter des arbres, c'est très très bien, c'est le poumon de la terre. Et il faut donc qu'on continue tous à planter des arbres et à voir ça dans cette optique-là, mais aussi à pouvoir gérer leur exploitation. Et c'est ça qu'il faut toujours... Mais c'est chacun qui va porter de quelque chose, la pierre à l'ouvrage, comme on dit. Et ça ne pourra se faire qu'avec de la bonne volonté et aussi avec la volonté de penser et toujours avoir cette idée en tête-là que j'ai moi tous les jours, constamment, c'est nos enfants, nos petits-enfants, il faut qu'on leur laisse quelque chose qui puisse être viable et où ils puissent se sentir un petit peu heureux quand même. C'est pour ça que nous avons développé ce projet de photovoltaïque organique. Ce n'est pas pour en faire la publicité, mais c'est parce que c'est le cœur même de la pensée pour moi de l'énergie renouvelable. Le soleil nous envoie des photons, quelques milligrammes de produits fabriqués en synthèse par l'homme pour l'instant, mais Jean-Marc pourra vous en parler tout à l'heure. On espère qu'un jour, on pourra, quand on va faire dans les visites dans les champs, plutôt que de dire ça c'est notre usine, en montrant un champ, on dira ça c'est notre usine de fabrication de notre produit de départ. Ça, c'est notre usine de fabrication du produit intermédiaire. C'est-à-dire que les plantes vont créer ce que nous avons besoin. Autrement dit, au lieu de synthétiser par l'homme, ce seront les plantes qui synthétiseront nos futurs besoins en énergie, tout en respectant, comme tout le monde, le grand souci de l'humanité, l'eau, et les 10 milliards d'habitants qui nous attendent dans quelques années, donc pouvoir les nourrir. Et tout ça, c'est quelque chose qui est un défi immense. Mais il y a du boulot, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Merci. Éric Chal. Donc, il y avait une question sur la précision de cette université, ce projet d'université éco-citoyenne. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, qui débute. Mais l'idée, effectivement, c'est... En fait, cette université, elle est pluridisciplinaire. On y enseigne les lettres, le droit, la gestion, l'administration des entreprises, bien évidemment les sciences. Et on va essayer d'éduquer les mentalités, de toucher au comportement de ces étudiants pendant le temps imparti où ils vont faire un diplôme. L'idée, c'est aussi de leur donner un label ou un diplôme d'éco-citoyenneté. C'est-à-dire pendant le temps où ils vont faire leurs études chez nous,
On va leur proposer à travers des cours, alors horizontaux, transversaux, il y a plein d'idées qui fusent, des actions éco-citoyennes, mais vraiment des vraies actions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui vont faire des stagiaires dans des endroits agricoles, dans des endroits où on va installer des panneaux photovoltaïques. Très concrètement, effectivement, le président a pour projet de mettre des panneaux photovoltaïques en toiture. Là, le discours peut avoir lieu avec la Chambre de l'agriculture et tout le monde rural qui souhaite effectivement acquérir ces technologies. On va continuer effectivement de travailler sur les recherches et essayer de mettre en place effectivement un système qui va permettre au fil du temps de faire évoluer ces technologies et d'en faire profiter bien évidemment le monde autour. On a la chance à l'université d'avoir, c'est une des rares universités, je sais pas si qui est ouverte, il n'y a pas de mur. En fait, on souhaite faire une espèce de laboratoire à ciel ouvert avec un éco-campus, enfin voilà, il y a déjà des projets qui existent et qui ont été mis en place. Pardon ? Ça en fait partie, mais pas que ça. Il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur la mise en place pour renfouler tout ce qui est la végétation, les arbres, enfin voilà. Et alors avec un espèce de slogan d'objectif qui est un objectif triple zéro, zéro déchet, zéro énergie polluante, c'est-à-dire qu'en fait on souhaiterait mettre à terme des bâtiments énergie positive et zéro étudiant sur le carreau, bien entendu avec un diplôme et une connotation bien évidemment forte et de terrain, parce que je reviens sur le côté tous acteurs, ça c'est important, hein, même pour les enseignants, hein, voilà. Et voilà sur ce que je peux dire de ce projet qui est en cours, parce qu'effectivement les ressources naturelles s'amenuisent, comme on l'a dit. Merci à Eric Schall. Voilà. Jean-Marc Sotiropoulos. Bien, alors il y avait une question concernant les batteries. Alors effectivement, avec le vanadium et le cobalt et d'autres métaux de transition, ce qu'on appelle dans notre langage, il y a cette problématique pour le stockage de l'énergie qui est quand même, on va dire, l'élément bloquant lorsqu'on produit de l'énergie intermittente. Donc ça, on travaille. On a la chance en France d'avoir installé un réseau sur les batteries, dont d'ailleurs l'IPREM fait partie, qui est extrêmement productif et très très actif là-dessus. Donc là, il va y avoir des développements dans l'avenir et il faut y travailler, notamment pour éviter d'utiliser des ressources dans des pays, on va dire, non fréquentables. Donc ça, c'est très important. Pardon ? D'accord, donc il y a des pistes, les gens travaillent là-dessus. Ouais. Ah ben ça, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Et puis je voulais juste rebondir sur l'hydrogène, parce que on voit finalement beaucoup, depuis le début de la soirée, il y a quand même un problème de verticalité excessive de l'État, et finalement on voit qu'en local, les choses peuvent se faire beaucoup plus facilement, que finalement l'État, il ne sert pas à grand-chose, ou peu, on va dire, mais qu'en local, il y a d'excellentes initiatives qui se font. C'est le cas justement à Pau, hein, c'est pas parce que monsieur le maire est là, mais effectivement, il y a des choses qui se font. L'hydrogène, c'est excellent. Il y a une start-up qui fait aussi des vélos hydrogène sur la côte, hein, c'est très bien. Donc, effectivement, avec de l'eau, mais on fait de l'hydrogène, hein, ok, on peut faire de l'hydrogène, et on peut le faire avec de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est intéressant, et c'est une piste qui a beaucoup d'avenir. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et puis là, je vais mettre ma casquette de citoyen, parce qu'il a de la chance, la production d'hydrogène avec de l'énergie intermittente, donc c'est le jour. Et c'est vrai que quand je veux prendre le bus à 20h, et qu'il fait nuit l'hiver, je ne peux plus, parce qu'il n'y a plus de bus. Donc on n'a pas trop parlé d'Idélis ici. Il faut développer les moyens de transport. Aussi, alors on a parlé effectivement de Tarbes, hein, il y a des étudiants, ils ont des difficultés à venir aussi, parce qu'il y a effectivement des trains, mais alors soit c'est en panne, soit il y a des constructions, il y a des bus, soit c'est très long. Et en local aussi, c'est bien le vélo,
il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus faire du vélo, même s'il est électrique, ou il y a des gens qui transportent du matériel, ils aiment bien aussi le bus. Et le bus, on en rate un, on attend une demi-heure. On finit la réunion à 20h, on n'a plus de bus. Le Phébus, et ce toutes soir, les 8 minutes. On vient me chercher. Oui, mais le Phébus, toutes les 8 minutes. C'est super, mais il faut être sur la ligne. Oui. Voilà, c'est tout. C'est à développer, il faut. C'est d'ailleurs une préconisation du rapport que le monsieur a parlé tout à l'heure de l'Académie des sciences. Développons les transports en commun. Merci. Benoît de Guibon. Alors, je vais répondre à la question posée sur la sécurité alimentaire tout à l'heure. Parce qu'il se trouve que j'ai travaillé, je ne connais pas les chiffres ici sur l'agglomération de Pau, mais je connais les chiffres sur la Bordeaux Métropole, parce que dans la réflexion développement durable, il a été calculé que quand on regarde ce qui est produit sur la métropole, ça correspond à 1 jour sur 365 de nourriture des gens. Alors, c'est 1 jour ou 1 jour et demi, peu importe le chiffre, mais ça montre qu'effectivement, sur un territoire comme la métropole bordelaise n'a absolument pas les moyens de se nourrir elle-même. Bon, elle a un hinterland qui lui permet de se nourrir. Elle a les moyens de s'abreuver, c'est déjà pas mal. Elle a moyen de s'abreuver, oui, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises et qui me paraît extrêmement important. C'est en train de se faire, il faut créer la résilience des territoires. La résilience des territoires, c'est la capacité à réagir. On ne va pas parler d'effondrement, mais il y a des chocs qui vont arriver, il y a des chocs énergétiques, des chocs qui sont en train d'arriver, et il faut être capable de gérer ça. Et j'ai entendu des choses, effectivement, sur le collaboratif, sur faire des choses ensemble. Le dernier élément que je voudrais indiquer, et ça c'est ma réflexion personnelle, c'est j'entends beaucoup de solutions technologiques. Certes, la technologie est importante, mais la technologie ne fera pas tout. Et il ne faut pas considérer qu'on arrivera toujours à trouver la solution. C'était la question qui était posée au début en disant OK, on a tant de kilowatts, on va remplacer par du kilowatt solaire. Non, on a tant de kilowatts aujourd'hui de consommation. Imaginons que dans 20 ans ou 30 ans, on consommera la moitié. Et puis cette moitié, on sera fait avec une solution technologique. Voilà ce que je voulais partager. Marie-Vonne. Donc, moi, je reviendrai d'abord sur la souveraineté alimentaire. Vous avez posé la question tout à l'heure. C'est quelque chose à plusieurs moments aussi, c'est revenu dans la soirée. Moi, d'abord, je vous interpellerai sur l'usage du sol, parce que pour moi, c'est essentiel. Et on a parlé effectivement de la fonction alimentaire, et vous l'avez évoqué, madame, tout à l'heure. On a parlé d'énergie, on a parlé aussi de masse carbonée. Il va falloir qu'on choisisse, parce qu'il y a des moments où ça va vraiment poser problème, mais vraiment. Je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, il y a un sous-produit du blé qui s'appelle la paille. La paille, le prix, on va dire, conventionnel normal, c'est 65 € la tonne. Aujourd'hui, il y a des pailles qui se négocient à 140 € pour monter sur des méthaniseurs vers l'Allemagne. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, le produit paille qui est essentiel pour des éleveurs ici en territoire, surtout dans une année compliquée comme celle qu'on a connue, eh bien en fait, on ne peut plus y accéder parce que le prix n'est plus accessible. Donc il faudra qu'on choisisse effectivement si nos produits, et ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à l'utilisation aussi pour les biocarburants, on sache fixer soit des valeurs produits, soit des différenciations de matières, pour qu'on ait des produits qui soient isolés pour les filières alimentaires et des produits qui soient isolés pour les filières autres. Voilà, énergie, carburant, voilà. Ouais, ensuite, on n'a pas le temps, mais ça se discute beaucoup. Non, mais parce qu'une partie de la vertu des produits agri-industriels, matières premières ou énergie, une partie de la vertu, c'est de pouvoir absorber les surplus. Parce que si vous ne pouvez pas absorber les surplus, vous n'êtes pas capable de garantir la sécurité alimentaire. Mettons que pour un pays, il faille, une ville, je ne sais pas quoi, il faut produire 100. Mais il n'y a aucun agriculteur qui puisse garantir qu'il va produire 100. Pour produire 100, il faut être capable d'affronter une mauvaise année et vous ne pouvez pas descendre à 80. Pour produire 100, il faut produire 130. Et s'il n'y a pas la possibilité d'utiliser pour faire les feuilles de plastique biodégradables ou pour faire du carburant les surplus, alors vous ne pouvez pas garantir la sécurité alimentaire.
je vous suis complètement, hormis que derrière, il faut qu'on arrive à contrôler les flux de matière. Et Ouais. que ça ne soit pas des produits qui soient déplacés sur d'autres territoires. Ah, ben que ça, ne c'est autre bénéficie chose. pas au territoire. Voilà. Non, mais Mais c'est à cet endroit-là, c'est ce mais que la je disais. méthanisation, on peut en faire chez nous aussi. Hein. Oui, oui, non, mais c'est ce que je voulais dire là. Quoi, hein. Aujourd'hui, Eh oui, on a un il glissement faut de faire des matière. méthaniseurs chez nous. Voilà. Donc, mais les méthaniseurs, on sait qu'on cultive des bactéries. Donc il faut aussi qu'on ait une matière en termes d'approvisionnement qui soit constante pour avoir la qualité de production. Donc il y a des métiers qu'on est en train d'acquérir. Il y a 5 méthaniseurs aujourd'hui en projet en territoire. Mais voilà, et derrière, il y a une expertise qu'on n'a pas Et aujourd'hui. il suscite quelques polémiques, si je suis bien informé. Autre sujet aussi, vous avez abordé la problématique des protéagineux, des légumineuses et notre autonomie à cet endroit-là. Donc il ne faut pas que vous oubliez que dans ce territoire, il pleut beaucoup l'hiver. Donc il y a des produits et des cultures qui pourront voir le jour. Bon, par exemple, le soja, c'est très très possible de produire du soja ici, parce qu'on est sur des cultures de printemps. Par contre, les fèves-rolls, les pois, tout ce qui est sur un cycle d'hiver, c'est extrêmement compliqué pour les problèmes, entre autres, donc d'excès d'humidité l'hiver et de champignons sur les plantes. Voilà. Donc il est difficile de garantir du rendement dans le sens de sécurité, comme vous évoquez, M. Bayrou. Sécurité du produit, ça c'est extrêmement compliqué. Et ça fait la transition avec deux réalités. Donc celui de notre capacité à être en réponse à nos besoins de territoire. Moi je prends souvent l'exemple de l'année que l'on vient de traverser. Quand on regarde dans l'histoire, à travers les siècles, on a connu des famines. Et chaque fois qu'on avait des périodes de défaut de matière, le prix du blé augmentait, le prix du pain augmentait. Cette année, si on regarde la production de territoire, sur les céréales à paille, sur les cultures d'hiver, même sur les cultures de printemps, on ne vous nourrit pas. On ne vous nourrit pas. Et pourtant, vous n'avez pas vu une augmentation du prix du pain. Et si on vous avait parlé de monter le prix du pain, je pense qu'on aurait eu, à un moment donné, un aura à un endroit, et on nous aurait dit, oh là, c'est pas possible. Voilà. Je peux vous dire que le monde paysan, aujourd'hui, va très très mal, mais vraiment très mal, parce que la compensation, on ne l'a pas assurée chez nous. Et on a des gens qui sont en grosse difficulté économique parce qu'il nous manque une année de production. Il faut en avoir vraiment pleinement conscience. Et ce n'est pas que des problématiques, comme vous l'évoquiez, de modèles, etc. Ce n'est pas simplement ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un équilibre entre la matière de production. Alors, il y a des contrats d'assurance récolte qui existent, etc. Mais l'assurantiel ne suffit pas pour compenser cette perte à l'instant T. Et je voudrais derrière revenir sur le plan alimentaire de territoire. Donc on a parlé effectivement d'autonomie, de capacité à assumer sur un territoire un besoin. Alors il y a des initiatives à la fois du côté Béarn et du côté Pays Basque. Et donc nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on est contributeurs de réflexion à cet endroit-là pour justement essayer de compenser ces manquements, entre autres sur la production végétale. Donc on aborde des problématiques de couronne verte autour des agglomérations, etc. Donc le travail est engagé. Mais je voudrais juste vous rappeler que la terre est basse. Eh oui, il y a beaucoup de gens très, très, très volontaires pour entrer dans le métier de l'agriculture et du maraîchage, hormis qu'il faut quand même rappeler quelques éléments. Aujourd'hui, on cherche des salariés, et pour 3 offres d'emploi, il y en a une de pourvue. Parce que tout le monde est plein d'intentions au début. Mais au bout de quelques mois, ils ont mal au dos, ils ont mal au bras. On est sur des métiers qui sont aujourd'hui pénibles, et sur des coûts de matière, on ne sera jamais compétitif par rapport à nos voisins espagnols, italiens, même allemands, parce que le coût de la masse salariale, et vous le savez, n'est pas du tout du même ordre. Voilà, donc derrière aussi des problématiques alors on va vous dire, oui, mais il faudrait payer plus cher ces salariés. Aujourd'hui, un salarié dans le domaine agricole, il coûte 20 € de l'heure. C'est le cas de la personne qui intervient chez moi. Mais je suis désolée, mais il faut arriver à avoir des prix de matière qui sont autrement que ce que l'on a pour arriver à compenser. Par rapport à l'évocation que vous aviez de mal-être du monde paysan, alors profondément partagé, il ne faut pas idéaliser le monde d'avant, où on avait une cohabitation entre les générations, des gens qui étaient là en main d'œuvre. Moi, je me rappelle, mon père, pour ne nommer que lui, je ne peux parler que ce que j'ai connu, il employait des gens qui venaient de Saint-Luc comme ouvriers agricoles. Et c'est pas très vieux, hein, bon, ça me vieillit un peu, mais quand même, hein, on l'a connu. Et contre le loger, le nourrir et le fait de les assumer, ils étaient ouvriers de ferme. Qui ferait ça aujourd'hui ? Personne. Donc, voilà. Rendons à César ce qui lui appartient. Je ne voudrais pas ce monde-là. On veut aujourd'hui de la sécurité autour du statut de salarié, et c'est honorable. Mais par contre, il faut savoir que derrière, aujourd'hui, le niveau de rémunération du monde paysan ne permet pas
d'assumer des salariés. Voilà. Donc ce n'est pas une question de modèle d'exploitation. Chez moi, l'exploitation, elle a 13 hectares. Donc voilà. Et c'était des métayers avant. C'est même pas ça. C'est simplement le fait que le coût produit n'est pas à la hauteur d'une rémunération de la masse salariale. Et enfin, je voudrais venir sur le modèle agricole. Donc, monsieur a parlé aujourd'hui de réflexion sur le bien-être animal et sur la position au regard de l'animal. Là, je voudrais vous ouvrir deux univers. Le premier, c'est la relation entre l'homme et l'animal. Et nous, éleveurs, si on est dans ce métier-là, c'est d'abord parce qu'on aime les animaux. Et ça, il faut savoir, franchement, il faut que vous en soyez convaincus. Et je ne vais pas vous l'évoquer là, mais si vous connaissiez mon parcours en particulier, parmi tant d'autres, vous vous direz que c'est vraiment une histoire d'amour. Mais c'est vraiment une histoire d'amour. Et quand je vis, malheureusement, et je devais partir à Paris quelques jours, je n'y vais pas, mon plus grand plaisir, c'est de revenir à l'étable. Et mon gamin est parti au Canada pendant 3 mois. Son plus grand plaisir, c'est de rentrer le week-end à l'étable. Donc c'est vraiment une histoire d'amour et de respect. Et on a aujourd'hui énormément d'obligations à cet endroit-là, de cahiers des charges. Et on cherche nous aussi nos brebis galeuses, parce qu'il y en a, comme partout, des gens qui ont des comportements à risque. Donc on fait le nécessaire pour les accompagner dans des mesures de respect de l'animal. Pour ce qui est de ne pas manger de l'animal, donc on parle aujourd'hui d'un phénomène qui est là, mais comme tout phénomène. Et quand M. Bayrou a évoqué avant, et là je vais être un peu provocatrice en le disant, ça va peut-être choquer, mais on est là aussi pour ça, effectivement de faire des journées sans viande ou des menus végétariens. Il y a aussi la nécessité, parce qu'on sait que ce postulat-là, c'est 2% de la population, la nécessité de faire des menus halal ou des menus kasher. Parce que c'est aussi une représentation de la population. Donc, volontairement, je le dis tel que ça doit être dit en termes de réalité sur le territoire, parce que c'est quelque chose de puissant. Non, mais je vais jusqu'au bout juste. Non. Je ne parle pas de peau, là. Ce que je veux dire simplement. Faut pas mélanger tout en rien, parce que ça ne va pas. Oui. Donc, moi, je veux simplement dire une chose. Il n'y a pas de menu végétarien obligatoire. Non. C'est au choix des familles. Hein? Oui. Deuxièmement, pourquoi j'ai mis en particulier les menus végétariens? Parce qu'il y avait toute cette polémique sur halal, kasher, etc. Il se trouve que végétarien et poisson, c'est par nature admis par toutes les cultures. Et que j'ai voulu décloisonner, dépassionner, dépolémiquer, si je puis dire, la question des enfants qui sont à la cantine. Parce que pour moi, les enfants qui sont à la cantine, je ne veux pas regarder leur religion. Je ne veux pas regarder leur origine. Voilà. On leur offre à tous la possibilité, sans polémique, de trouver les traditions alimentaires qui existent. Comme j'ai dit souvent, tous ceux qui disent qu'il faut les obliger à manger du porc, je dis, écoutez-moi, quand j'étais enfant, les familles ne mangeaient pas de viande le vendredi. J'aurais trouvé extrêmement malsain que l'autorité politique veuille imposer à un enfant ce que sa famille, par tradition culturelle catholique, ne faisait pas. Bon, moi je sais que tout ceci ne soit pas une question dans cette ville. Et dès alors, il y avait encore une autre donnée, c'est que quand il n'y avait que des menus viande, il y avait des centaines de kilos de viande qui se retrouvaient à la poubelle tous les jours. On a divisé par 10 le gaspillage de la viande. Je trouve qu'on a très très bien fait. Et donc c'est pas du tout le chemin sur lequel non pas vous alliez, mais vous risquiez d'aller éventuellement. Je n'avais pas l'intention d'aller là. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'au niveau national, dans la réalité, on a toutes ces sensibilités qui sont là présentes et on les entend toutes. Je ne faisais pas focus sur Pau, soyez rassurés au regard de ça. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, et vous l'avez évoqué, il y a la problématique effectivement de la qualité de la viande. Et là, on est sur quelque chose où on est vraiment en réalité, en obligation de prise de conscience sur ce que l'on donne à manger. À savoir que moins, mais mieux, c'est nécessaire.
Et je suis à peu près sûre que si effectivement on avait travaillé sur des choses qui étaient plus qualitatives, avec moins, on aurait sûrement eu moins de déchets. Par rapport à la question sur le flexitalisme aujourd'hui, qui est très entendable, il faut toujours se poser la question de dire, par rapport à l'utilisation du sol, comment on fait pour ces surfaces qui sont aujourd'hui chez nous très présentes, c'est-à-dire l'herbe. Et oui, c'est-à-dire que l'herbe, bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à la manger. Donc, si on considère que les animaux doivent encore la manger, il faut qu'ils aient un usage. Ça veut dire qu'ils rentrent effectivement dans une chaîne alimentaire. Et là, on trouve toute sa cohérence, à savoir que c'est aussi quelque chose qui est très prégnant chez nous depuis la nuit des temps. Donc, rien de nouveau à cet endroit-là. Et après, je voulais évoquer aussi la rotation des sols. Donc, ça a été évoqué à différents moments. Elle a toujours été présente. On est en train de se réapproprier, parce que la politique agricole l'a fait disparaître aussi. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les systèmes économiques sont allés vers un système très simpliste et très structuré, très organisé. Donc aujourd'hui, on est reparti vers des transitions, vers de la rotation, et c'est très heureux. Et on est tous à vouloir entendre ça, mais attention, avec des productions qui sont adaptables chez nous. Voilà, toujours cette problématique d'hiver compliquée. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était sur la biodiversité et les exemples qui étaient donnés sur les collectivités. Donc pour moi, 3 enjeux majeurs. C'est l'engagement des collectivités, et c'est très, très heureux qu'en rural ou en territoire urbain, on ait cette prise de conscience pour tous. Donc moi, dans ma petite commune, toute petite commune, on pose des pièges à frelons, on a implanté des jachères fleuries, et je suis l'une des plus grosses contributrices en territoire de la responsabilité collégiale. On fait des journées citoyennes, donc voilà, je veux dire, il y a des initiatives, il y en a partout. Elles sont pas de la même ampleur, mais elles sont là. Et par rapport à ça, la problématique des pollinisateurs, au-delà de la problématique de milieu, et à nous tous de conserver effectivement de la diversité pour qu'ils trouvent des lieux hôtes, on a un souci aujourd'hui sur l'intérêt du métier d'apiculteur aussi. D'abord et avant tout parce qu'on avait traditionnellement une présence de ruches chez le tout particulier, des petits producteurs de miel, etc. Et là aussi, ça s'est organisé. Et ça veut dire qu'il y a des gros opérateurs, et on en a en territoire ici, qui sont collecteurs de miel. Mais là où les individus personnels n'ont plus de place. Donc toutes ces ruches qui ont disparu, c'est vraiment une problématique aujourd'hui. Il faut qu'on réimplante des ruches et qu'on redonne de l'intérêt autour de l'abeille au global, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Philippe Tugas, qui a observé toute la soirée de son œil averti la réunion. Bien, écoutez, c'est le 3e débat auquel j'assiste. Oui. Ça a été un débat très intéressant, très technique, et je pense qu'on pouvait s'y attendre un petit peu, égard au sujet qui était proposé, c'est-à-dire la transition écologique. On a entendu des personnes qui avaient des argumentaires très préparés, très intéressants aussi. Bon. Et donc, voilà, moi j'ai entendu toutes les interventions, j'ai observé, comme vous tous, que nous avons fait le grand écart, en quelque sorte, entre le quotidien de chacun et puis les enjeux planétaires. C'est bien de ça qu'il s'agit, les enjeux planétaires de la transition écologique. Et donc, moi, je reviens pour essayer de tirer une petite leçon de cela. Je reviens à ce que disait Madame Lagaronne au tout début, lorsqu'elle parlait des débuts de l'agriculture après la guerre de 39-45, et enfin du plan Marshall, de tout ce qui a été prôné à ce moment-là. Et elle a employé le mot, c'était la commande. Et moi, je trouve intéressant de se pencher sur ce mot. La commande de qui? La commande de qui? Le modèle, mais le modèle de qui? Et je crois que c'est toute la problématique de ces débats, c'est de savoir quel modèle on veut, puisque là, il ne s'agit pas des lendemains d'une guerre, il s'agit de la veille de grands bouleversements. Donc, quel modèle veut-on? Quelle commande laissera-t-on opérer? Et ça, je crois que c'est quand même... moi, c'est mon credo, enfin, c'est ce à quoi je crois. Je crois que c'est une affaire politique.
et qu'il n'y a que les engagements politiques qui peuvent donner des véritables réponses à ces problèmes-là. Voilà. Merci beaucoup à Philippe Tugas. Moi, je dirais 2 phrases. La première, c'est qu'il y a 5 heures que nous sommes ensemble et que moi, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et donc, alors, il y en a beaucoup qui sont partis naturellement, mais le climat était très différent dans cette réunion que les 2 fois précédentes. Comme si en même temps le sujet était plus grave, moins simple et donc moins passionnel, bien qu'il suppose des engagements très, très forts. J'ai trouvé les grands témoins très intéressants, les autres fois aussi, mais cette fois-ci très, très adaptés au sujet, et donc merci à eux d'avoir été là. Et merci à ceux qui ont composé cette tribune. Alors, il n'y a qu'un moment où j'ai été en désaccord. C'est quand notre ami a parlé, puis une fois ou autre, mais lui, c'était particulièrement clair parce qu'il a dit « Moi, j'ai peur ». Et moi, je voulais lui dire, mon sentiment le plus profond, c'est que la peur est mauvaise conseillère. L'humanité, elle s'adapte aux conditions les plus exigeantes depuis qu'elle existe. On a traversé des guerres cruelles, la guerre de 14, on ne peut même pas imaginer ce que c'était. Moi, je suis né dans un petit village qui est à quelques kilomètres d'ici, à vol d'oiseau. Dans ce village-là, il y avait en août 14 300 habitants. Il y a 30 noms sur le monument aux morts. Si tu enlèves les femmes, un peu plus de la moitié, si tu enlèves les moins de 20 ans et les plus de 40 ans, alors ça veut dire que, allez, 2 sur 3 des garçons qui sont partis à la guerre ont été tués. J'ai connu très bien une vieille dame, elle était vieille quand je l'ai connue. En août 14, elle est fiancée avec un garçon du village. Il est tué dans les 3 premiers mois de la guerre. 2 ans après, elle se fiance avec son frère. Il est tué au printemps 1918. Et il n'y a plus de garçons dans le village. Elle finira 20 ans plus tard par épouser leur père devenu veuf. Je ne suis pas le seul à l'avoir connu ici. Et donc quand un pays a traversé ça, eh bien, il est capable de relever tous les défis, surtout, et y compris, j'ai beaucoup aimé que M. de Guillebon le dise, et d'autres, surtout et y compris quand il s'agit d'une capacité à inventer. On n'est pas du tout à gérer la pénurie. Tout ce qu'on vient de dire sur les pollinisateurs, sur la restauration des sols, sur tout ça, ben c'est la réponse qu'on est en train d'inventer à cette contrainte-là. Et donc, l'idée, ou en tout cas la réalité, qu'on se laisserait terrifier, c'est un défi. C'est un défi comme les autres. Et nous sommes mieux armés, on vient de le voir, surtout chez nous, pour répondre à ce défi-là. Si réellement nous réussissons à trouver, rêvons, des tissus photovoltaïques sans empreinte carbone, qu'on pourrait poser sur toutes les façades, pas seulement sur les toits, mais sur toutes les façades de tous les bâtiments. Et si on réussit à stocker l'énergie, on a parlé de l'hydrogène, il y a évidemment sans doute d'autres moyens, ben, on sera tout à fait prêt à affronter ces difficultés-là. Hein ?
mais on mange parce qu'on est tout à fait capable de relever le défi, y compris des rendements. Non, mais d'abord, on n'est pas à 5 à 7 degrés. Mais si tu vis en pensant que tu es menacé d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête, moi j'invite, et c'est la raison d'être de ce grand débat, justement à mobiliser les énergies pour qu'on ne se laisse pas paralyser par le défi et par le risque. Bien sûr qu'on va trouver les moyens que j'ai indiqués là. C'est des moyens qui permettent d'éviter le réchauffement. Non, mais... Bon. Non, on est en train de le freiner, et on va le freiner suffisamment par l'intelligence et la volonté humaine, que ça va nous permettre d'éviter ce genre de risque. En tout cas, moi, j'encourage à vivre, et j'ai des enfants nombreux, j'encourage à vivre sans être paralysé par la peur. Et je trouve qu'on a eu énormément de réponses qui sont des réponses extrêmement encourageantes et énormément de contributions qui sont des contributions qui ont envie de regarder les choses en face. Et donc, je propose qu'on partage avec la plus jeune génération cette lucidité et cette volonté-là. En tout cas, cette soirée, moi, m'a rendu optimiste. Merci à tous de cette contribution.